Bonjour les amis, j'aimerais vous présenter Monsieur Gilles Lerat, un ami de longue date. Gilles, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, salut Patrick. Donc bien sûr, je peux me présenter. Je vais commencer par le début. Donc moi, j'ai fait une école d'ingénieur en 5 ans, intégré après le bac, donc l'ESSIer, pour ne pas la citer. Et après, vu que j'avais le démon de la création d'entreprise, tout de suite, je suis parti bille en tête dans l'idée de créer ma société. À cette époque, on était en 96 et ce qui commençait à monter en puissance, c'est bien sûr Internet. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études aux États-Unis et ensuite j'ai décidé de créer une entreprise, une SARL, sans rien y connaître. Et c'était le début de l'aventure en fait. Ouais, alors ça, 1996, c'est l'année justement où je t'ai rencontré dans un hall d'immeuble. Là, on ne va pas raconter les petits détails, mais en fait, de là est né le début de notre amitié. En fait, tu m'avais emmené dans tes bureaux IGTech, qui étaient tes premiers bureaux à l'époque. Je ne sais même plus, ils étaient à rue de l'Escaut. Ils étaient non rue Matisse, dans le 19e arrondissement. Tu partageais ces bureaux avec un monsieur qui était en train de faire, de construire l'infrastructure de France Télécom à l'époque, donc France Télécom, qui est devenu Orange maintenant. Tu m'avais expliqué Internet et tu m'avais dit tu peux envoyer des messages, il y aura des boutiques de commerce en ligne. Tu m'avais expliqué en fait l'Internet d'aujourd'hui alors qu'Internet n'existait pas encore en France pour les petits particuliers. Et j'avais trouvé ça un petit peu incroyable, tout ce que tu m'expliquais, tout ce que tu essayais de me convaincre qui allait exister demain. Et aujourd'hui, force est de constater que tu avais raison sur tous les points. Oui, alors la réalité elle dépasse un peu même ce que j'avais imaginé à l'époque, mais effectivement, à partir du moment où on s'imagine que Internet c'est un moyen de communication, même dès l'année 94 où j'ai vraiment pris conscience du potentiel, je savais qu'on allait pouvoir vendre sur Internet, qu'on allait pouvoir échanger des emails. Je sentais effectivement qu'il y aurait bientôt plus le fax, etc. Et puis de mon côté, je sentais qu'il fallait en profiter, que c'était un peu une nouvelle frontière et qu'il y aurait des places qui seraient faciles à prendre au début et beaucoup plus difficiles par la suite. En gros, je me disais que sur Internet, quelqu'un qui montait sa société serait comme un pionnier au moment de la conquête de l'Ouest. Les premiers arrivent, ils posent leurs jalons et c'est leur propriété et personne ne peut rien leur dire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer tout de suite une société. Et au début, j'avais même pour objectif d'être un concurrent de Yahoo, qui était un moteur de recherche débutant à l'époque. Et d'ailleurs, tu as créé un moteur de... t'as pas créé un moteur de recherche, mais tu as créé un système de boîte email. Oui, tout à fait. J'ai commencé à développer un système de boîte email alors que Hotmail était encore une société indépendante, c'est-à-dire pas encore achetée par Microsoft. Il y avait Locas également, je sais plus, Caramel qui venait d'être inventé. Et c'était le Far West. Donc nous, on avait dès le début mis l'accent sur la sécurité de la messagerie avec la possibilité de consulter ces messages en HTTPS, ce qui aujourd'hui est complètement standard, mais à l'époque ne l'était pas du tout. Voilà. Donc en fait, tu étais précurseur dans plein de domaines. Tu as été, comme tu dis, comme un chercheur d'or, un des premiers à défricher le terrain, tout du moins en France. Et à partir de là, on a vu ton évolution. Moi, j'étais un petit peu suivi parce qu'on est devenus des amis. Et de temps en temps, je passais te filer un coup de main, puisque la création d'une entreprise, et là surtout c'est le but de cette vidéo, c'est d'encourager beaucoup de gens à créer, à développer et à construire de par la création d'entreprises si possible. C'est clair que si on passe son temps à réfléchir sur les avantages et les inconvénients de la création de boîte, on ne va jamais se lancer parce qu'en fait il y a toujours une bonne raison d'attendre. Après il ne faut pas faire l'erreur que moi j'ai faite, c'est-à-dire de se lancer tout de suite, c'est-à-dire sans expérience, sans contact, sans argent, parce que la courbe d'apprentissage est assez énorme. Et surtout qu'à l'époque, monter une société,
il n'y avait pas de documentation sur Internet pour expliquer comment faire, il n'y avait pas de guichet unique, en tout cas je ne crois pas. Quand on voulait ouvrir une ligne téléphonique, il fallait s'adresser à France Télécom, attendre 1, 2 ou 3 semaines pour la pose d'un PABX. Pour recevoir des commandes, on les recevait par courrier ou par fax. C'était quelque chose qui nous semblerait incroyable aujourd'hui. Effectivement, on ne se rend même plus compte. Mais à l'époque, monter une société, déjà, rien que la création, c'était un petit peu un parcours du combattant. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, de là, tu as créé e-Coupon, un projet qui a été d'ailleurs primé par l'Élysée. Tu as été reçu par Jacques Chirac à l'époque. Ouais. Parle-nous un petit peu d'e-Coupon, tiens. Alors, la jeunesse d'e-Coupon, c'est, je me rappelle très bien, j'étais au Sénégal, je faisais une mission pour une banque, la BOAD, ou je ne sais plus quelle banque, mais en fait, j'ai eu cette idée de créer un concept de coupon de réduction, sécurisé, qui puisse être échangeable par Internet. Donc, le coupon le e-coupon était une version dématérialisée du coupon qu'on connaissait pour faire ses courses, même si pour ma part je ne l'utilisais pas du tout. Et effectivement, alors pour le coup, rien de tel n'existait, les sites de e-commerce se créaient au fur et à mesure, et nous on avait plutôt pris le parti d'être un peu le fournisseur de pelles et de pioches de ces sociétés de e-commerce. Et c'était effectivement le début d'une aventure passionnante qui a duré presque 4 ans. C'était en pleine folie la bulle des .com, ce qui n'était pas du tout un avantage en fait, parce que d'une part, on avait beaucoup de difficultés à se faire entendre, puisqu'on était des techniciens, donc moi j'étais, je connaissais les gens de Nomad.fr, qui est un moteur de recherche, Auckland, avec Fabrice Grindard, tous ces gens-là, et on essayait de lever des fonds, on avait beaucoup de difficultés à simplement montrer notre produit, alors qu'on avait passé beaucoup plus de temps, qui était développé en C++, avec du Corba, des technologies un petit peu plus complexes que ce qu'on voyait par ailleurs. Mais par contre, effectivement, on ne savait pas très bien le marketer, le mettre en avant. Donc ça, c'était une première problématique. L'autre aspect un peu négatif de cette période de bulle des .com que tout le monde a oublié, c'est qu'on avait du mal à recruter des gens. Puisque, il y a peu de gens formés. Il y avait peu de gens formés, et quand il y en avait, ils demandaient des salaires qui étaient mirobolants, alors qu'on n'avait pas vraiment les moyens puisqu'on n'avait pas encore réalisé notre première levée de fonds, on n'avait pas les moyens de leur donner les salaires qu'ils estimaient nécessaires. On a participé à plusieurs concours. Je me souviens de Défi Startup. C'est à l'issue de ça qu'on a été reçu avec tout un ensemble de startups par le locataire de l'Élysée, un certain Jacques Chirac. Et à l'issue de ces présentations, donc Défi Startup, ou je ne sais même plus les noms des concours auxquels on a participé, on a pu lever une somme qui nous semblait très importante à l'époque, de 1 million de francs, 1,2 million de francs. Oui, effectivement, ça paraît dérisoire à l'époque. C'était pas énorme, il y avait des besoins très importants de structuration, puisque le marché du coupon est toujours beaucoup plus important aux États-Unis qu'en France. Donc on nous incitait à d'abord créer une entreprise aux États-Unis, une filiale aux États-Unis, à structurer l'activité là-bas, et c'était plutôt compliqué, effectivement. Et donc cette période un petit peu dorée d'effervescence a duré plusieurs mois. Et c'est une période très spéciale, les gens ne s'en souviennent plus, mais le soufflet est monté très vite, très haut, beaucoup plus haut que ce qu'on a vu ces dernières années, et il est retombé tout aussi rapidement. Et quand il est retombé, violemment, il y a eu beaucoup de sites marchands, tout simplement, qui se sont retrouvés sur le carreau. C'est un petit peu, quand la mer se retire,
On voit ceux qui sont nuls, quoi. On voit ceux qui sont nuls ou qui n'ont pas les ressources financières pour tenir en attendant que le système. Et ça, c'est l'éclatement de la bulle Internet. Oui, c'est l'éclatement de la bulle Internet et qui a été suivi par l'éclatement de la bulle des télécoms. On l'a peut-être oublié, mais je crois que l'action Amazon, qui était passée à $400, est retombée à 1 ou 2 dollars au moment de l'éclatement de la bulle des dot-com. C'était extrêmement violent. Moi, je n'avais pas investi à l'époque trop sur les dot-com. Je me rappelle avoir pris du Cisco System, quelques boîtes qui existent toujours. Oui. Ceci dit, effectivement, j'avais perdu un petit peu d'argent. Heureusement, j'avais peu d'allocation d'actifs sur ce secteur, mais effectivement, j'ai à l'époque morflé, parce qu'effectivement, quand ça s'est écroulé, effectivement, toutes ces valeurs ont perdu souvent entre 30, 40, 50, voire 70%. Voilà, ça, on l'a oublié, mais c'est vrai que moi, personnellement, qui est plutôt un acteur sur les marchés boursiers, je ne l'ai pas oublié. Donc nous, on était allé défendre notre start-up e-coupon aux États-Unis, à la fois à New York et à San José, en Californie, dans le cadre d'une convention. Et je me souviens très bien que le lendemain de notre arrivée à New York, c'était un moins 8% sur le Nasdaq, et tous les investisseurs avec ce mot à la bouche, et le ciel nous tombe sur la tête, qu'est-ce qu'on va devenir? Et donc leur priorité, et c'est bien légitime, c'était de protéger leurs investissements et de ne pas souscrire de nouveaux investissements, quoi qu'il arrive, quelle que soit la qualité du dossier qui leur a été présenté. Et donc effectivement, dans ces conditions, ça, plus combiné au fait que plusieurs de nos clients ont mis la clé sous la porte en nous laissant des ardoises, plus le fait qu'on ait du mal à garder nos salariés, ça m'a conduit à mettre la clé sous la porte quelques années après, en fait, en 2003. Au niveau de e-coupon. Au niveau du coupon, donc ça c'était une activité supplémentaire qui était lancée en complément de l'activité traditionnelle, donc IGTech, qui s'était orientée très tôt dans la sécurité des systèmes d'information. Et ça marchait du feu de Dieu, ça marchait très bien. Du feu de Dieu, on ne peut pas dire ça, mais ça marchait bien. Ça marchait bien. Et c'est une activité qui malheureusement avait été mise en sommeil pendant toutes ces années de développement de e-coupon, et qui a été reprise péniblement dans la douleur à partir de 2003 et reconstruite patiemment avec toujours des difficultés pour recruter, fidéliser, développer, etc. Mais on était cette fois-ci, enfin j'étais dans une logique de service et non plus dans une logique de construction de produits. Ça c'est un point qui est important, c'est bien de comprendre que la construction d'un produit, la finition, que ce soit mon service de messagerie, webmail ou e-coupon, ce sont des activités qui sont très intensives en matière de capitaux. On ne peut pas vraiment faire l'impasse dessus, et encore plus aujourd'hui. Par contraste, je n'ai pas envie de dire n'importe qui, mais tout le monde peut démarrer une activité de service, et en particulier dans le marché de la cybersécurité. Si vous êtes bon dans votre métier, si vous faites ce qu'il y a à faire, si vous êtes présent en permanence auprès de vos clients, ça finira par payer. Ce qui est paradoxal sur le marché de la cybersécurité, c'est que donc j'ai commencé moi en 96-97, et à cette époque, je pensais très sincèrement que le marché de la cybersécurité, il y en aurait pour 4 voire 5 ans, et après ce serait terminé. On aurait résolu les problématiques de sécurité, donc il n'y aurait plus de marché. Oui, on est encore dans cette jamais dans cette actualité-là. Et donc, à l'issue de tout ce que tu viens de dire, il ne faut pas trop se diversifier quand on crée des produits, surtout des produits un peu complexes comme e-coupon ou des boîtes mail comme Webmail à l'époque. Mais par contre, effectivement, je pense que de se diversifier quand on est dans le service, ça peut être opportun. C'est une des qualités essentielles du chef d'entreprise, c'est de savoir rester focalisé. Je sais que quand, je ne veux pas du tout me comparer à lui, mais je sais que quand Steve Jobs a repris Apple, il a fait passer le nombre de produits de,
300 à 12, quelque chose comme ça. Ouais, focus quoi. Bien sûr, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on sait faire et essayer de développer sa niche. Donc ça, c'est clairement une des erreurs que j'ai faites au début, de vouloir gérer plusieurs produits en parallèle. Il y en a qui y arrivent. Elon Musk qui arrive, je ne sais pas comment il fait, mais il arrive à gérer en parallèle SpaceX et Tesla. Mais pour le commun des mortels, on va dire que c'est juste trop difficile. Et donc, c'est déjà suffisamment compliqué d'avoir une société rentable. Si en plus on essaye d'avoir des sociétés rentables dans des secteurs différents, ça devient un cauchemar. Oui. Peut-être que Elon Musk il a un jumeau. Hein. Maintenant, oui. Peut-être même qu'ils sont 3, je crois. Oui, voilà. En tout cas, moi j'aime bien Elon Musk. Je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs, mais ce sera peut-être l'objet un jour d'une interview supplémentaire consacrée à Elon Musk, parce que c'est vrai que c'est un sacré bonhomme. Mais passons ce petit aparté. Suite à tout ça, finalement, après avoir construit laborieusement sur IGTech, est venu le moment, et je m'en rappelle parce que j'étais à tes côtés à ce moment-là, je travaillais avec toi, est venu le moment de vendre IGTech. Et donc c'est pas facile de vendre en fait c'est un bébé hein, quand on crée une entreprise, j'en sais quelque chose. Mais c'est vrai que parfois il y a des opportunités qu'il ne faut pas louper, ou parfois il faut savoir vendre pour faire autre chose, un petit peu comme en bourse, hein, on quitte un secteur pour aller dans un autre. Voilà, si tu te rappelles, c'était effectivement un sacerdoce. Hein. Je travaillais comme travaillent les artisans, c'est-à-dire soir et week-end compris, et c'est vrai que dès le milieu des années 2000, j'en avais marre, et j'ai essayé de trouver des associés, de faire grossir la société, mais il y avait toujours un problème. Et à la suite même de l'échec du coupon, j'ai essayé de vendre, mais à ce moment-là, sachant qu'on examine, quand on rachète une société, les 3 derniers exercices, et qu'ils n'étaient pas très brillants, j'ai compris de là que j'étais parti pour un certain nombre d'années en solo à faire croître la société avant de pouvoir la revendre. Je te passe toutes les péripéties, mais ça a continué comme ça jusqu'en 2010. Et en 2010, IGTech, donc ma société principale, a été revendue à un groupe naissant, le groupe EI Technologies, qui a lui-même été racheté quelques années plus tard. Et donc là, c'était la fin de cette première grande aventure dans le monde du business autour de la sécurité des systèmes d'information. Et puis surtout, tu as vendu IGTech et à ce moment-là, tu as récolté le fruit de ton travail, donc tu t'es retrouvé avec une certaine somme, une grosse quantité d'argent que tu n'avais jamais eu, parce quand on est patron, on est assis sur une entreprise, mais en gros, tu travailles 15 ou 18 heures par jour, et j'en sais moi-même quelque chose, mais tu n'as pas le temps de profiter de la vie, de ton argent. Et puis de toute façon, de l'argent, tu n'en as pas tant que ça, puisque tout est investi dans ta société. Qu'est-ce que tu as fait quand raconte-nous un petit peu ce que tu as fait quand tu t'es retrouvé. Je vais raconter, mais déjà, je suis tout à fait d'accord. Quand on travaille en permanence, on n'a pas trop le temps de dépenser de l'argent. Et puis tout d'un coup, on se trouve à la tête d'une grosse somme d'argent. Et on a beau s'y préparer un petit peu, quelque part, on ne sait pas vraiment comment gérer cet argent. Alors, surtout qu'en plus, il venait d'avoir la crise financière de 2008-2009. Je pensais qu'il y allait avoir des secousses, en quoi je me trompais pas mal. Hein. Je pensais que la bourse allait rebaisser fortement par la suite. Et moi, j'étais d'entrée de jeu prêt à rebondir, à repartir sur de nouvelles aventures entrepreneuriales. Donc, tu me connais, hein, ce qui m'intéressait, c'était le monde du cinéma, la création de scénarios, la production, etc. Donc, j'ai même pas pris le temps de changer ma voiture, qui était une vieille Renault Mégane. Je l'ai gardée encore 9 ans. Et je suis reparti sur la création d'une société de production et de distribution cinématographique. Ce qui, encore une fois, était une grosse erreur, parce que c'est un milieu, d'une part,
très concurrentiel et que je ne connaissais pas du tout non plus, et qui a une fâcheuse habitude d'attirer un peu d'argent, parce que c'est un milieu qui est structurellement en déficit, hein, le monde du cinéma, on ne le sait pas, mais 80% des films perdent de l'argent. Donc ils ont sans cesse besoin d'attirer des nouveaux gogos comme moi pour leur faire miroiter la production ou la distribution de films. Alors moi, ça va, j'étais pas spécialement intéressé par le fait de monter les marches, etc. Mais ce qui m'intéressait, c'était de créer des films, de suivre de la production jusqu'à la distribution. Et c'est à ça que j'ai dépensé, on pourrait dire gaspillé mon argent, puisque ça s'est terminé 3 ans plus tard avec une grosse perte, et puis le dépôt de bilan, le rachat de la société de production Helios-Film par ma holding Megapol. Entre-temps, j'ai couru quelques festivals, j'ai rencontré des gens, ma foi, fort sympathiques, mais j'ai pas eu l'opportunité de développer les choses comme je le souhaitais. Et en plus, ce qui est, je dirais, un peu ironique, c'est que j'ai complètement manqué les débuts de YouTube en tant qu'outil de production, de distribution de contenu, quoi. J'étais focalisé sur le cinéma, dans les salles, etc., quoi. Et la volonté de raconter des histoires, alors qu'aujourd'hui, on prend sa caméra et puis on filme. Effectivement. Tu as fait des films, tu as fait des reportages, dis-nous un petit peu quels sont les investissements que tu avais fait. J'ai produit un teaser astrologique, un thriller astrologique, pardon, le teaser d'un thriller astrologique, il faut le dire comme ça. J'ai également distribué quelques films. Donc, le métier de distributeur est sensiblement différent de celui de producteur. Et en plus, il impose de prendre de gros risques financiers, hein, puisqu'il faut souvent mettre un minimum garantie, un MG, quand on achète les droits de film. Et je dirais que majoritairement, c'est l'achat d'un film américain, Lovelace, qui a été présenté au Festival de Deauville, qui m'a mis qui a achevé de couler la société. Je m'étais aussi lancé dans la production d'un documentaire qui s'intitulait Looking for Satoshi, parce que c'est à ce moment-là que j'avais commencé à prendre connaissance du Bitcoin, aux alentours de 2013-2014. Petit aparté, à cette époque-là, justement, tu m'avais conseillé d'acheter du Bitcoin. Ça coûtait combien à l'époque un Bitcoin? C'était 40 euros. Voilà, 40 euros. Et moi, j'y comprenais rien. Et quand tu m'as dit que Satoshi, personne ne le connaissait, j'ai jamais investi un centime là-dedans. Et je le regrette maintenant, parce qu'effectivement. Et ce qu'il faut regretter, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais convaincu par la technologie, par le concept, etc. Mais je n'imaginais pas moi-même que ça prendrait cette importance-là. Et lorsque j'ai acheté mes premiers bitcoins, à 40, 50 euros, et que dans l'année 2013, au cours de la première bulle du bitcoin, s'est monté à 1000 $, donc ça a dépassé une once d'or, 1000 $, 1000 euros, je ne sais plus. Et là, je me suis dit, c'est incroyable. Il y a une bulle spéculative, donc je revends, c'est pas possible. Et par la suite, ensuite, donc j'ai gagné un petit peu d'argent, mais vraiment rien, sur une dizaine de bitcoins. Encore une fois, ça n'avait pas été fait dans une logique d'enrichissement personnel. C'était vraiment ma façon à moi d'être en appui de la doctrine de Satoshi et du désir un peu de lutter contre l'émission incontrôlée de monnaie des banques centrales. Tout à fait. En tout cas, moi, ça m'avait marqué au moment où on a vu le Bitcoin franchir les 10 000 $. Alors ça, c'était plutôt en 2017. Et effectivement, là, de par l'analyse graphique, d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, quand on a refranchi une deuxième fois, j'ai donné tous les points
au-dessus, c'était pas 10 000 exactement, mais 10 000 $, 20 000, 30 000 jusqu'à pratiquement 60 000. J'ai conseillé à l'achat, je conseillais toujours aux gens, investissez peu d'argent, pas plus de 3% de votre capital là-dedans, mais effectivement là j'avais quand même un petit peu d'amertume de ne pas avoir acheté des bitcoins à 40 $. Mais voilà, faut pas. Je les aurais peut-être pas gardés. Je me rappelle que j'en avais parlé en 2013 à Eric Larchevêque, qui était un ami, puisqu'on a fait les siens ensemble, qui a ensuite créé la maison du Bitcoin, et puis Ledger, qui est devenu donc la référence en matière de portefeuille de Bitcoin. Et à l'époque, il était focalisé, parce que lui, il a toujours été très focalisé, très focus sur Prixing, son comparateur de prix. Et donc, c'était pas un sujet qui avait retenu son attention. Mais le point important, c'est qu'à partir du moment où il a commencé à se focaliser sur le concept, eh ben, il a mis toute son énergie, toute sa compétence et tout son savoir-faire. Et donc, il a pris la révolution Bitcoin bien après moi, en fait, en 2014-2015. Et c'est le moment où moi, je lançais ma deuxième société. Mais vu qu'il a fait les choses en grand, il a pu vraiment être dans cette révolution-là. Alors que pour moi, Bitcoin, c'était surtout, tu vas m'excuser, mais c'était surtout une philosophie avant d'être un investissement. Et puis peut-être que Eric Larchevêque avait eu la chance, ou l'intelligence, parce que c'est quand même aussi un être exceptionnel, de gagner de l'argent dans tout ce qu'il avait construit. Chaque fois qu'il a fait une boîte ou qu'il a fait quelque chose, il a quand même gagné à chaque fois de l'argent. Non, pas à chaque fois. D'ailleurs, il en a perdu avec ma société Heliosfilm. Ah, c'est vrai qu'il avait investi avec toi. Donc, il en a perdu là-dessus, mais par contre, effectivement, il avait monté le groupe Montorgueil, qui était une galaxie de sites de relations. Et effectivement, ça lui a donné une bonne base financière pour pouvoir développer la prochaine série de succès. Et en fait, c'est ça qui est important de comprendre, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément arriver à un succès énorme du premier coup. C'est rare les personnes qui font comme Facebook, comme Mark Zuckerberg de Facebook, qui vont démarrer une société et la porter au sommet immédiatement. Ça existe, hein. Il y a les Zuckerberg, il y a les fondateurs de Google, mais c'est l'exception plutôt que la règle. Oui, en général, la route est longue. On a plusieurs échecs, où on a des petits succès qui nous donnent de l'expérience et qui nous préparent au grand succès. Et ce grand succès, on ne sait pas à quel âge il peut arriver. Je me rappelle d'une anecdote que j'avais lue dans un magazine quelque part. Le fondateur de Marionneau a créé sa chaîne de parfumerie à l'âge de 50 ans. Donc, tu vois, oui. L'avenir est à nous. Exactement. En fait, le cinéma, ça s'est soldé par un échec pour toi. Ah oui. À l'époque, en même temps, en parallèle, si mes souvenirs sont bons, parce que, rappelle-toi, on a été amis depuis au moins 27 ans. Souvent, on s'appelait, tu m'appelais pour me demander des conseils que tu suivais pas d'ailleurs. C'est vrai. Souvent. Et tu t'étais même mis au trading sur monnaie, tu avais aussi tradé des monnaies, tu shortais le dollar, je crois, à l'époque. Non, je shortais le dollar parce qu'en fait, c'était l'époque de Heliosfilm, on avait un MG de 600 000 $ à payer et on n'avait pas cette somme. Donc, et nous, on avait des euros. Donc ma crainte, c'était que le différentiel euro-dollar continue à augmenter en faveur du dollar. Donc tu étais plutôt en couverture. Ouais, j'étais en couverture et après ça s'est effectivement mal goupillé pour moi, puisque les choses ne se sont pas passées comme je l'aurais voulu. Donc c'était une couverture qui est devenue un moyen de gagner de l'argent qu'on n'avait pas par ailleurs. D'accord ? De toute façon, ce qui est clair, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que ça sert absolument à rien de faire à la fois du trading et d'avoir une activité à temps plein. C'est une recette assurée pour l'échec. Mais oui, j'ai perdu pas mal d'argent sur le trading de devises.
Alors après, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il existe des règles où on peut préparer ses trades la veille pour le lendemain, placer ses stops, etc. Mais là, ça demande une formation particulière. Une formation et puis surtout un état d'esprit. Quand on a une entreprise et qu'on a des clients, des salariés, etc., on a un certain stress. Est-ce qu'on peut supporter en plus un stress supplémentaire lié au trade et aux positions qu'on a? Tu vas me dire que oui, avec un certain money management, mais il y a des fois, on est en limite de stress rien que sur le business. Tu as tout à fait raison. Tout dépend de ta personnalité. Tout le monde ne peut pas faire ça, notamment parce que la psychologie d'un entrepreneur, elle est en général sur le long terme. Oui. Alors que quelqu'un qui fait du trading, il a plutôt une vision court terme. Oui. Et effectivement, les deux visions ne sont pas bonnes à mélanger parce que si tu commences à faire du trading court terme et puis que tu transformes tes pauses en long terme, ça peut très mal se passer. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et indirectement, si au niveau de ta société, tu finis par faire du court terme et que tu changes ton état d'esprit, forcément, c'est pas bon non plus. Donc ensuite, par rapport à ça, tu as quand même, à l'époque, tu avais cramé pas mal d'argent, puisque entre le cinéma, le trading et puis la vie que tu devais mener sans avoir de revenus, on va dire, fixes, tu as été amené à recréer une entreprise. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'issue de l'expérience Heliosfilm et de mes déboires sur le marché du trading de devises, je me suis dit, je vais retourner à ce que je sais faire. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire de la sécurité informatique. Et donc j'ai voulu recréer une entité qui soit vraiment focalisée dans la sécurité, dans le service aux entreprises en matière de sécurité informatique. À ma grande surprise, il continuait à y avoir des besoins. On était en 2014. Et j'ai voulu que cette entité soit basée en province, parce que j'en avais un peu marre de Paris à l'époque. Donc je suis retourné à Dijon, qui est la ville d'où je suis originaire. Et j'ai créé une société qui s'appelle Secureware, qui fournissait des services aux entreprises en Bourgogne. Et ça a marché, mais pas du tout en Bourgogne en fait. J'ai passé énormément de temps à essayer d'évangéliser les entreprises bourguignonnes qui n'ont pas cédé à mes charmes. L'essentiel de nos clients était répartis à la fois en France et surtout en Afrique en fait. Donc, on faisait pas mal de business à Djibouti, au Sénégal, même en Somalie, en Éthiopie, dans des pays comme ça, mais très peu en Bourgogne. Ouais. Comme quoi nul n'est prophète en son pays. Exact. Et donc ensuite, tu as donc construit un Secureware, tu as construit ta clientèle, etc. Tu as donc forgé une société qui était certainement même plus grosse que Kigetech, ta première société, et tu t'es mis en tête de revendre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans ces années, entre 2014, 2015, 2016, 2017, etc., les années suivantes, c'est que la sécurité informatique, loin de diminuer, comme je l'avais anticipé, est allée en grandissant. Ça veut dire que de plus en plus d'acteurs du marché s'y sont intéressés, soit par la création de filiales dédiées ou en créant des business units dans la cybersécurité, ce qui fait que ça nous faisait d'autant plus de concurrents. Sur un marché qui était en croissance, mais on avait quand même une arrivée de concurrents. Donc les appels d'offres se sont complexifiés, ça devenait délicat, et puis le marché est devenu tendu. C'est-à-dire que c'était difficile de recruter des collaborateurs et de les fidéliser. On recrutait quelqu'un, il passait 3 mois, 6 mois, et puis ensuite il avait une meilleure offre. Et souvent d'ailleurs, de la part de nos partenaires, les constructeurs, les éditeurs, qui faisaient des solutions de sécurité informatique que nous-mêmes étions chargés de revendre et d'intégrer et de supporter auprès des clients finaux. Donc c'était un peu délicat. Et ça, c'est un peu le sujet que l'on ne voit pas facilement quand on monte une entreprise dans un secteur en croissance. Effectivement, on a des clients, mais on risque d'avoir ce que j'ai connu, c'est-à-dire un problème de recrutement et de fidélisation des collaborateurs. Et quand on est une petite entreprise et qu'on a déjà ouvert son capital à des fonds
le business angel et qu'on n'a donc pas envie de perdre la majorité du capital. Donc on fait bien sûr de l'intéressement, on fait des BSPCE, mais c'est pas forcément adapté et l'herbe, du point de vue d'un jeune salarié, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, quoi. Notamment chez les plus grosses sociétés. Ah bien sûr, il y a donc des gens qui allaient chez OCD, enfin Orange Cyberdéfense et tous nos concurrents, etc. Donc je me suis aperçu au bout d'un moment que j'arriverais pas non plus à monter organiquement à 10, 20, 30, 40 personnes. Sans compter que si j'essayais de le faire, il fallait nécessairement lâcher les manettes de l'opérationnel pour me concentrer sur la construction, la gestion de l'entreprise pure. Ce que j'étais prêt à faire, mais ça veut dire qu'il fallait quelqu'un à l'opérationnel, parce que sinon le niveau de qualité baissait. Et cette société Secureware, c'est une société d'expertise. Donc on se devait d'avoir un haut niveau d'expertise sur un créneau, sur un secteur qui n'arrêtait pas d'évoluer. Alors évidemment, j'ai essayé de trouver des associés, mais ça n'a pas été sans mal. Et finalement, j'ai décidé fin 2020, 2021 de revendre, et c'est ce qui s'est passé fin 2021. Quand j'ai adossé la société à un groupe auquel je suis encore actuellement. Et la leçon de tout ça, c'est que même avec une société qui va bien, si vous sentez que vous avez atteint un certain palier qui vous est propre, à partir duquel il sera vraiment très difficile de monter une marche, soit vous reprenez le risque de potentiellement tout casser pour arriver à cette nouvelle marche, ce nouveau volant de chiffre d'affaires, soit vous pouvez, il n'y a pas de honte à ça, et c'est ce que j'ai fait, vous pouvez revendre la société, et puis pour le coup ça s'apparente un peu à un trade en bourse, on considère que l'action a assez monté, et puis alors on revend, on prend ses gains. Tout à fait. Et j'ajouterais qu'il faut savoir prendre ses gains. Ouais. Et sinon, tu pourrais donner des conseils aux gens qui me suivent là. Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir un entrepreneur? Bon, il y en a plein. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de vidéos sur YouTube qui traitent de ce sujet. La première qualité, ça va être la résilience, je pense. Parce qu'il y a toujours énormément de coups durs qui vous tombent dessus. Sur la tête, que vous ne voyez pas, ça peut être un client qui ne vous paye pas, un appel d'offres sur lequel vous travaillez pendant plusieurs semaines et qui vous échappe, un partenaire qui vous fait faux bond. Et encore, je ne parle que des exemples les plus classiques. Donc la résilience, effectivement, je pense que le point important aussi, on en a un petit peu parlé déjà, c'est le fait de rester focus sur ce qu'on sait faire, sur ce sur quoi on est bon. Dans mon cas, j'étais bon dans tout ce qui était formation de cybersécurité. Je dois avouer que ça ne m'intéressait pas, donc je ne l'ai peut-être pas assez développé, peut-être pas autant développé que j'aurais dû. Et donc on a bien sûr un peu structuré l'activité autour de ça, mais si on avait travaillé le sujet davantage, peut-être qu'on aurait pu justement percer cette barrière, la barrière des 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, et puis monter en gamme, certainement. Donc restez focus sur ce que vous allez faire, ce qui vous permet de gagner de l'argent, et puis essayer de rayonner à partir de ça sur des sujets un petit peu annexes, mais sans trop se disperser. Toujours focus. Un autre conseil que j'aimerais vraiment donner, c'est alors ça dépend bien sûr des personnalités, mais ne pas hésiter à se payer. Ne pas hésiter à se payer, à se verser des dividendes si ça va bien, quitte à les réinjecter dans la société, et ne pas hésiter non plus à se récompenser, à prendre du temps pour soi, pour des choses qui nous intéressent, parce que vous avez les mains sur le guidon et que la vie avance, et que vous regardez que oui, ok, vous faites une petite société qui marche très fort, mais vous travaillez du soir au matin et du matin au soir, et le week-end compris, et que pendant ce temps-là, la vie avance. Et alors, je l'ai quand même fait, surtout sur Secureware, beaucoup moins sur EGTech, mais j'ai quand même pris le temps de faire des tas d'activités, de continuer à faire des voyages, des choses comme ça. Mais c'est quand même un
un des conseils que je donnerais. Et je te rejoins tout à fait là-dessus. On ne l'a pas dit, puisqu'il y a tellement de choses. On va forcément oublier des centaines et des centaines de choses. Mais pendant justement la période IGTech où j'ai travaillé avec toi, on a, avec certains de tes salariés, créé une société qui s'appelle Net Essentiel. Ouais. Et vous m'avez parachuté le président de cette entreprise. Ouais. Et donc tu es actionnaire, donc je suis d'ailleurs fier de t'avoir comme actionnaire. Et effectivement, tous les problèmes dont tu parles, je les ai aussi vécus. Et vraiment, le conseil que je peux donner, si vous avez quelque chose qui marche, n'oubliez pas de vous payer et de prendre du bon temps, parce que le temps passe vite, la vie est courte. Et courir après l'argent, c'est pas un but en soi, quoi, voilà. Alors aussi, on va retourner un petit peu, du côté des crypto-monnaies, puisque il y a un moment donné, tu as quand même investi un peu dans les crypto-monnaies après coup, en fait. Oui. Tu as repris le train en marche, va-t-on dire. Oui, j'ai repris le train en marche. Alors, je l'ai repris un petit peu en marche sans penser mais de manière presque anecdotique. J'ai acheté un mineur, j'ai regardé comment ça marchait. Moi, il faut savoir qu'aussi en parallèle, là, je développais SecureWare, donc j'avais beaucoup moins de temps pour m'intéresser au concept. Donc tu minais? Oui, je minais. Mais donc, c'est resté anecdotique. J'ai jamais vraiment. Je peux pas dire que j'ai fait de l'argent avec les crypto-monnaies, si tu veux, parce que je minais, je regardais, je démarrais le mineur, je m'intéressais à la consommation d'électricité. Si j'avais su à cette époque-là, je crois que j'ai miné un petit peu d'Ethereum, mais voilà, des quantités, peut-être 1 ou 2 Ethereum, quoi, pas de quoi il faut être achat. Et je minais pour le compte de ma société. Évidemment, si j'avais su, j'aurais miné bien plus. Enfin bon, je pense que tout le monde peut dire la même chose, évidemment. Cet épisode-là, ça illustre le fait de toujours aussi être à l'éveil de ce qui se fait autour de soi. Le sujet des cryptos, c'est un sujet qui concerne la sécurité. Il y a des preuves de calcul, en tout cas pour le Bitcoin, donc, des algorithmes de hachage, etc. Donc, de par mon boulot dans l'univers de la sécurité informatique, je pense que j'aurais dû être au courant un petit peu plus tôt encore et que j'aurais dû saisir le potentiel. Mais ceci dit, je ne regrette pas du tout mon investissement, je ne regrette pas du tout pour le coup de m'être focalisé à ce moment-là sur SecureWare. Évidemment, si on pouvait refaire le passé, je remettrais une somme un peu plus conséquente sur les cryptos. Encore une fois, tout ça a été fait dans le cadre de la société SecureWare. Donc il y avait aussi le fait que je me suis dit, je vais quand même pas miser la barque sur ce sujet des crypto-monnaies. Et en plus, tout ça a été fait presque dans une logique recherche et développement. Et dans le même temps, Eric Larchevêque, lui, avait créé la maison du Bitcoin à peu près au même moment. Ah bah, oui, alors c'était pas pareil, parce que pour ce que j'en sais, lui s'occupait vraiment de l'achat, de la revente de Bitcoin. Il avait fait aussi du minage, c'est lui qui m'avait vendu le mineur. Et effectivement, ils savaient que le Bitcoin était une révolution. Ils savaient que l'univers des crypto-monnaies était une révolution. En fait, c'était la révolution de la valeur. C'est-à-dire qu'on arrivait à avoir un système virtuel dans lequel des algorithmes étaient non fongibles et pouvaient représenter une certaine valeur en soi. C'était la première fois qu'on arrivait à faire ça de manière décentralisée. Donc, je sais que lorsqu'il a démarré son activité, il ne savait pas encore dans quel sujet il allait se lancer, mais il savait que le concept était là, un peu comme ce qui s'est passé sur le sujet d'Internet dans les milieux des années 90. Il se trouve d'ailleurs que son vrai sujet, c'était la sécurisation des crypto-monnaies, donc le ledger, le portefeuille sécurisé. Et donc, oui, création de ledger. Et donc on voit là maintenant où il en est, Eric Larchevêque, il a eu un beau parcours. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu penses de l'or, des métaux précieux? Ouais, c'est une bonne question, parce que moi je suis pas spécialement un crypto
bug, je suis plutôt un gold bug. En fait, moi, intrinsèquement, j'ai toujours pensé que c'était les métaux précieux qui représentaient la véritable source de valeur. Si tu veux, j'ai vu dès 2008 et 2009, dès le premier quantitative easing, que les banquiers centraux faisaient absolument n'importe quoi. Et que selon moi, ils nous menaient à la catastrophe. Et d'ailleurs, la crise d'inflation qu'on connaît actuellement n'est que le résultat, ou en tout cas est avant tout le résultat d'une impression de monnaie débridée par les banquiers centraux. Tout à fait, la guerre en Ukraine avec très peu d'impact sur les taux d'inflation qu'on a aujourd'hui et que peut-être nous allons avoir demain. C'est avant tout la conséquence d'une impression monétaire avec effectivement un délai qui fait qu'on ne retrouve plus le coupable. Tout le monde a oublié que le coupable numéro 1, c'est Ben Bernanke et c'est Mario Draghi à la BCE avec son Whatever It Takes en 2012. Et c'est très commode pour ces gens-là parce qu'ils sont partis. On a du mal à relier les points entre eux et on a du mal à s'imaginer que, bah oui, aujourd'hui il y a 6-7% d'inflation, tiens, comment c'est fait? Qu'est-ce que c'est? Ah bah tiens, il y a la guerre en Ukraine, ouais, c'est à cause de ça. Non, donc tu conseilles aux gens qui nous écoutent là, quelles allocations d'actifs sur les crypto-monnaies et quelles crypto-monnaies tu conseilles et quelle allocation d'actifs tu conseilles d'avoir dans les métaux précieux? Chacun fait ce qu'il veut déjà, je ne conseille rien en particulier, mais ce que je peux dire c'est que moi aujourd'hui, je n'achèterai pas de crypto-monnaie. Je n'achèterai pas de crypto-monnaie, pourtant je suis ça depuis 2013. Je n'achèterai pas de crypto-monnaie parce que je pense que la correction n'est pas terminée. Et pourquoi est-ce que la correction n'est pas terminée? Parce que en fait on n'a pas vu toutes les embrouilles. C'est-à-dire, on a vu Celsius, l'arnaque Celsius, on a vu le schéma de temps, enfin, je ne sais plus si tu te rappelles de BitConnect en 2017, oui. FTX. Et FTX dernièrement. Et moi, je pense que FTX, c'est pas la fin. Je pense que je ne suis pas sûr que Binance soit super sécurisé. Je sais que tu risques de poser de jeter un pavé dans la mare en disant ça. Quand je dis sécurisé, je veux dire par là que les avoirs des gens, alors moi je suis pas client Binance, mais sans même parler de Binance, je crois que la 3e ou 4e crypto-monnaie en termes d'importance sur CoinMarketCap, c'est le Tether. C'est un stablecoin, hein, donc une monnaie adossée au dollar. Et celle-là, je l'ai étudiée en détail. Et je pense que c'est un scam. Je pense que les gens disent qu'ils ont l'équivalent de 69 milliards de dollars de vrais dollars sonnants et trébuchants en face de leur Tether dollar. Et je pense que ce n'est pas vrai. Tu nous conseilles surtout de ne pas investir dans le Tether. Ah oui, pour le coup, oui, je vous conseille. Mais encore une fois, il faut bien se rappeler ce qui s'est passé avec Bernard Madoff. Bernard Madoff, il a été accusé pendant des années et des années par une personne dont j'ai malheureusement oublié le nom d'être un escroc. Et cette personne a alerté 3 ou 4 fois la SEC américaine en disant Bernard Madoff est un escroc. Les performances qu'il affiche ne sont pas statistiquement possibles puisque année après année, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, il annonce 15% de gains, ce type est un escroc. Et ça a duré. Ça a duré très 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 longtemps, jusqu'à la crise de 2008. À ce moment-là, plus personne n'attendait que Bernard Madoff sorte du bois et dise en fait tout ça a été un schéma de Ponzi. Et c'était le cas. Et je pense qu'un certain nombre de cryptos ou de places de marché sont dans ce cas. Je n'ai pas trop envie de donner des noms parce que je ne sais pas si ta chaîne a les poches super profondes pour se permettre 4-5 Je ne préférerais pas. Mais en tout cas, pour revenir à FTX et le fondateur, là, le Sam Bankman-Fried, ce gars-là, on l'a vu arriver en 2017, débouler et d'un seul, il était multimilliardaire, il gérait des quantités astronomiques d'argent. Et c'était lui qui passait largement au-delà de tous les grands
grandes places de marché d'échange de Bitcoin. C'était trop beau pour être vrai. Et depuis qu'il est, entre guillemets, tombé, on s'aperçoit qu'il avait des maisons à plusieurs dizaines de millions de dollars aux Bahamas, qu'il menait grand train, que sa concubine, qui était à la tête de Alameda Research, n'avait pratiquement aucune expérience de trading. C'était des amateurs complets. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré la personne en charge de la liquidation, on va dire, de FTX, la même personne qui s'était occupée d'Enron à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Qui n'avait jamais vu ça. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça et que c'était juste incroyable d'incompétence, et je crois qu'il a utilisé le terme malhonnêteté. Et donc, encore une fois, je ne suis pas surpris sur FTX. Je pense qu'il y a encore des cadavres dans un certain nombre de placards, lesquels je ne sais pas dire. Et même sans parler des cadavres dans les placards, je pense qu'au premier signe de grosse récession, les gens vont se dire finalement entre quelque chose que je peux tenir dans la main et quelque chose qui se trouve sur le marketplace, je préfère de l'or physique ou quelque chose comme ça. Alors ceci dit, pour revenir au sujet des crypto-monnaies, si j'y reviens un jour, ça sera, je pense que j'aurai tendance à être Bitcoin maximaliste, c'est-à-dire à penser que la seule monnaie qui vaille, c'est le Bitcoin. Et par exemple, l'Ethereum, ou le Cardano, ou le Tezos sont des très beaux programmes, mais qui doivent être valorisés comme des entreprises et pas comme des monnaies. Donc, actuellement, on a l'Ethereum qui a une structure permettant de programmer des applications distribuées, et c'est incroyable ce qu'ils font. Mais finalement, c'est un système. Ce système, il doit avoir une valorisation. Alors que là, Ethereum, Cardano et toutes ces crypto-monnaies essayent de se valoriser comme des monnaies. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Le seul qui est véritablement cette volonté dès le départ de monnaie décentralisée, c'est le Bitcoin. Alors après, il y a le Bitcoin Cash, il y a un certain nombre de MeToo. Mais l'original, c'est Bitcoin. Les autres, c'est des copies. Avec un avantage sur Bitcoin, c'est que il n'y aura pas plus de Bitcoin que décidé dès la création du système. Oui, alors, c'est pas les seuls. Il y a un certain nombre d'autres cryptos qui ont un nombre limite de tokens, mais effectivement, ce sont les seuls avec cette... tout le monde a entendu parler de Bitcoin. Oui, c'est le on a entendu parler de Bitcoin. Ils n'ont pas entendu parler du Cardano ou du Tezos. Ouais. Et c'est aussi une crypto qui finalement est véritablement contrôlée par personne. Et ça, on ne peut pas en dire autant de Ethereum, de Cardano, de Dogecoin, de toutes ces choses. Tout à fait. Et alors, maintenant, j'aimerais te poser la question sur tes projets actuels, puisqu'on a un petit peu vu le passé de tout ce que tu as pu faire durant toute ta vie. On a oublié plein de choses, ou des choses peu importantes, on les a occultées, sinon ce serait une vidéo qui durerait 6 ou 7 heures, donc je pense qu'on perdrait des gens. Mais tes projets actuels, c'est quoi maintenant? Maintenant, c'est de profiter effectivement un petit peu plus de la vie. Moi, tu sais, je fais pas mal de sport aérien, donc du parachutisme et puis de l'aviation, notamment. Et sur le sujet de l'entreprise, j'ai encore des projets dont je n'ai pas spécialement envie de parler pour l'instant, parce que je suis toujours engagé avec la société actuelle. Déjà, faire grossir la société qui a racheté Secureware, et dont je suis devenu actionnaire. J'ai un petit projet pour un site permettant de construire des histoires interactives qui doit me permettre, en ce qui me concerne, de retrouver cette magie que j'avais quand j'étais gamin et que je lisais des livres dont vous êtes le héros, donc de créer des systèmes pour créer des livres-jeux en fait, et de faire ça en ligne.
Mais ça, c'est plus, je dirais, un hobby que véritablement une activité financière avec création de société, etc. J'en sais rien en fait, on verra. Donc, tu n'as pas, mis à part le parachutisme, tu fais aussi du tir, je crois. Ouais, je fais du tir, bien sûr. Et tu t'es mis aussi à piloter des avions. Oui, tout à fait. Tu avais proposé de m'emmener faire des vols. Moi, je préfère prendre la Singapore Airlines, mais... Et sauter en parachute, non, ça te dirait? Sauter en parachute, non. Tu vois, à la limite, je préfère rentrer en zone de combat sur un octogone et me friter avec des molosses. Mais le parachute, non, tu vois, je suis plutôt trouillard à ce sujet. Mais oui, et en plus, tu fais pas que du parachutisme, tu fais des trucs plus poussés que des sauts en parachute. Tu fais référence à quoi? Aux ailes volantes, là. Ah, le wingsuit. Oui, bah, c'est l'évolution du parachute. Oui. Effectivement, je fais de la wingsuit. Alors, si les pros de la wingsuit me voyaient, ils rigoleraient, hein, parce que j'ai une quarantaine de sauts, donc c'est pas délirant, mais c'est quand même une sensation assez incroyable. De sauter de l'avion, ça déjà, mais surtout de planer, d'avoir cette sensation de planer un peu comme un oiseau que tu n'as pas en parachute, puisqu'en parachute, quand même, quoi que tu fasses, tu as quand même bien la sensation de chuter comme une grosse pierre. Tomber, oui. Alors qu'en wingsuit, tu as effectivement cette sensation de voler, vraiment. Et en plus, bon, le saut dure plus longtemps, hein. Tu peux avoir des sauts qui vont aller jusqu'à 2 minutes. Si tu sautes à 4000 mètres, ouais, tu peux. Pourvu que tu aies un tissu qui va bien, tu peux facilement faire plusieurs milles nautiques et parcourir des distances intéressantes. Alors, tout ça, c'est impressionnant. De mon point de vue, tu es certainement la personne la plus incroyable que je connaisse, que j'ai rencontrée. Évidemment, on en connaît tous, qu'on voit sur les réseaux sociaux ou à la télévision, comme Elon Musk ou des gens comme ça, mais des gens qu'on fréquente, qu'on connaît, qu'on voit tous les jours. Tu es la personne qui m'a vraiment le plus impressionné de par tout ton parcours et tout ce que tu as pu faire durant toute ta vie. Merci. Alors que ta vie est loin d'être terminée, parce que je le rappelle, je ne l'ai pas dit, mais on a 12 ans de différence entre toi et moi. Tu as été 12 ans plus jeune que moi, donc tu as encore énormément de choses pourquoi pas à développer. Merci. Moi, si je peux en profiter pour dire quelque chose, il y a beaucoup de gens dans le monde de l'entrepreneuriat qui sont vraiment réjouissants, qui sont des gens avec qui c'est très intéressant et très stimulant de parler. Donc ça, c'est dans le monde de l'entrepreneuriat. Et dans le monde du sport aussi, j'adore le monde du parachutisme parce qu'on peut côtoyer des champions du monde très facilement. Et ce sont des gens comme toi et moi qui ne gagnent pas d'argent par leur sport. Hein. Comme dans le monde des arts martiaux, que je fréquente beaucoup. On est à des années-lumière du foot ou avec le star system, etc. Ce sont des gens qui sont sympas, qui font un sport qui n'est pas dénué de risques, hein, puisque j'ai perdu un ami dans le milieu du parachutisme dernièrement, et qui restent très humbles, qui font des choses incroyables, tout en restant totalement accessibles, qui partagent leur savoir. C'est assez impressionnant. Voilà, écoute Gilles, je te remercie, on te remercie tous pour cette interview. Je tenais à te présenter aux gens qui me suivent. Moi j'ai fait une chaîne YouTube pour quelques copains qui souhaitaient comprendre l'analyse graphique en bourse ou comment investir, etc. Et donc je l'ai créé parce que tous avaient des horaires différents. Pour les former en même temps, ça aurait été impossible. Donc j'ai créé une chaîne YouTube pour ça. Aujourd'hui, on est plus de 500 personnes c'est le début de la gloire, qui me suivent. Et je ne sais pas si c'est le début de la gloire, mais c'est très très sympathique. Et mon but aujourd'hui, je ne peux pas lâcher les gens comme ça, mon but aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens aient envie de construire, envie d'investir, envie de créer des choses qui demain
pourrait leur permettre de vivre la vie que tu as aujourd'hui. Si c'est des sauts en parachute, si c'est apprendre à piloter un avion, voyager, partir au bout du monde, peu importe les rêves et les projets qu'on a, pour pouvoir concrétiser ces rêves, il faut de l'argent, hein, les sauts en parachute, surtout le pilotage. Le pilotage, oui, le brevet de pilote, ça coûte très cher, les heures de vol, ça coûte très cher. Voilà, donc on dit toujours que l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je m'inscris en faux contre ça. C'est vrai que ça fait pas tout, mais pour être vraiment heureux, il faut quand même un minimum de moyens. Voilà, écoute Gilles, je crois qu'on te réinvitera un de ces quatre. On va peut-être attendre de franchir la barre des 1000 abonnés. Ouais. Et puis tu seras de toute façon toujours le bienvenu sur cette chaîne. Merci à toi.